Dans cette vidéo, vous êtes à l'honneur. Je vais raconter 5 histoires ici qui vous sont arrivées, que vous m'avez partagées, que ce soit sur Instagram ou par mail, des histoires qui, je dois bien l'admettre, sont très troublantes. J'espère que je vais les retranscrire au mieux. Merci du fond du cœur à tous ceux qui m'ont partagé des histoires que j'ai racontées ou pas encore. Ne vous inquiétez pas, ça va venir. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse aussi mon Instagram si vous souhaitez me partager votre histoire ou juste me suivre là-bas, ça fait toujours plaisir. Et si maintenant vous êtes prêts, laissez-moi vous raconter la première histoire. Dans cette première histoire, nous allons suivre le témoignage de Ginny. Ginny nous raconte qu'au moment des faits, elle avait 24 ans, elle vivait dans une petite ville tranquille de la Côte d'Azur, elle vit avec son petit ami, et à ce moment-là, au moment de l'histoire, ce petit copain était en voyage aux États-Unis, à New York précisément. Ginny nous raconte qu'elle a également 2 chiens, un petit bulldog français et un malinois. D'ailleurs, elle a été maître chien avec le malinois. Nous sommes un soir de semaine, il est aux alentours de minuit. Le malinois de Ginny montre qu'il a envie de faire ses besoins. La ville où vit Ginny est une ville plutôt calme, elle n'a jamais eu de problème, donc elle ne voit aucun souci à sortir son chien, même à une heure tardive de la nuit. Donc elle prend la laisse, elle met le collier à son malinois, et ça y est, chien et maîtresse sont prêts pour une petite sortie nocturne. En bas de l'immeuble où vit Ginny, il y a un parking pour les 2 roues. En sortant de chez elle, Ginny aperçoit un homme qui est au niveau de ce parking et qui semble comme tripoter un scooter. Dans un premier temps, Ginny se dit que soit l'homme vient de garer son scooter ou alors qu'il cherche à le récupérer. Mais il y a quand même un petit détail qui a tapé dans l'esprit de Ginny. Déjà, quand l'homme l'a vu, il a eu un petit moment de recul, comme s'il était surpris de la voir. Sur le coup, elle se dit que c'est probablement dû à son chien. Ginny nous explique que généralement les gens ont un peu d'appréhension en voyant son chien. Donc elle pense qu'en fait toute la situation c'est ça. L'homme a été surpris de voir le chien de Ginny. Mais il y a autre chose qui a pas mal interloqué Ginny, c'est que son chien, le malinois, n'arrêtait pas de regarder l'homme. Il ne le lâchait pas du regard. Il avançait à reculons pour ne pas le perdre du regard. C'est quelque chose qui surprend assez Ginny parce que généralement avec des inconnus, le chien et comme tous les chiens, ne les calcule pas forcément, donc pourquoi il réagit de la sorte ici? Notre amie continue donc sa marche, elle tire un peu son chien pour qu'il la suive, et le chien, lui, a suivi Ginny, mais toujours à reculons. C'est quand il a commencé à grogner que la Ginny s'est retournée, et elle a vu que l'homme qu'elle avait aperçu un peu plus tôt au niveau du parking pour 2 roues s'était mis à la suivre. Pour l'instant, aucune panique. Ginny s'est toujours sentie en sécurité dans sa ville, donc elle ne pense pas tout de suite à quelque chose de mal, elle se dit que l'homme peut-être prend le même chemin qu'elle pour rentrer chez lui. Par contre, ce qui a commencé à créer un sentiment d'angoisse, c'est le comportement de son chien. Il se met vraiment à grogner, à se mettre dans une position défensive, et c'est ça qui met la puce à l'oreille de Ginny. Elle se dit que si son chien réagit de la sorte, c'est qu'il y a probablement un problème. Donc Ginny décide de faire confiance à l'instinct de son chien. Elle se dit qu'elle va traverser la route et voir si l'homme la suit. S'il reste du même côté du trottoir, a priori pas de souci, mais si par contre il change de côté, là ça pourrait dire qu'on a affaire à un problème. C'est ce qu'elle fait, et elle obtient donc une réponse à la question qu'elle se posait. L'homme change de trottoir, il reste à bonne distance, à une quinzaine de mètres environ. Ginny commence à être de plus en plus mal à l'aise, et elle décide juste pour s'assurer quand même de la situation, de retraverser encore une fois. Et de nouveau, l'homme traverse la route. C'est sûr et certain, l'homme la suit. Le chien de Ginny devient de plus en plus virulent, il grogne de plus en plus, donc tout ça s'ajoute à la situation angoissante que vit Ginny. Elle sait maintenant que quelque chose ne va pas. Elle est prise de panique, et sa première réaction, c'est d'appeler son petit ami qui est à New York. Elle arrive à l'avoir au téléphone, et le petit ami lui dit un truc assez direct. Il lui dit « Lâche le chien, que lui envoie dessus. » Pourquoi pas? Ginny sait que son chien peut neutraliser quelqu'un, mais dans la manœuvre, il pourrait être blessé. On ne sait pas si l'individu qui suit Ginny a une arme, c'est possible, et dans ces circonstances-là, le chien pourrait être blessé, et Ginny ne veut pas que son chien reçoive une blessure quelconque. En plus, chose que je ne savais pas, élément que j'ai appris avec le témoignage de Ginny, il est interdit d'envoyer son chien pour attaquer quelqu'un. C'est possible dans le cas de la légitime défense. Dans la situation, d'un point de vue légal, l'homme n'avait eu aucun geste dangereux vis-à-vis de Ginny. Donc si elle lâchait son chien sur l'homme et qu'après il y avait plainte à la police et passage devant un tribunal, etc., eh bien le chien de Ginny pouvait risquer d'être euthanasié. Et est-ce que Ginny voulait tenter le diable? Absolument pas. Elle explique cela à son petit ami et son petit ami lui dit « Ok, autre alternative, tu retraverses la route et tu cours le plus vite possible. Tu rentres à la maison et une fois que tu es rentré,
t'appelles la police. Ginny s'exécute, elle traverse, l'homme la suit toujours et elle se met à courir de toutes ses forces. Elle entend derrière elle des bruits de pas précipités, elle jette un regard rapide et elle se rend compte que l'homme qui la suivait la suit toujours, mais cette fois-ci en courant à son tour. La situation est assez particulière. Ginny court de toutes ses forces, l'homme la suit, mais il y a entre Ginny et l'homme un individu qui n'aide pas trop dans la situation. C'est le chien. Le chien, lui, ne court pas avec Ginny. Lui, il veut en découdre avec l'homme, donc il a tendance à tirer un peu sur la laisse pour forcer et aller attaquer l'homme. Dans ces circonstances-là, il faut savoir qu'on a parfois des montées d'adrénaline qui font qu'on peut être plus fort et courir plus vite. C'est ce qui se passe ici dans le cas de Ginny. Donc Ginny ne sent pas forcément le chien tirer, elle a plus de force que cela, donc elle arrive à ramener le chien avec elle et à courir aussi vite que possible, à une vitesse d'ailleurs qu'elle ne se pensait même pas capable d'atteindre. Elle n'a plus regardé alors qu'elle courait derrière elle pour voir si l'homme la suivait toujours. Elle était focus sur ce qu'il y avait devant elle, son objectif, rentrer à la maison, et elle a réussi. Ginny a appelé la police, elle a raconté tout ce qu'il s'était passé, elle a fait une crise d'angoisse tellement violente que les pompiers ont hésité à l'emmener à l'hôpital. Évidemment, comme vous pouvez vous en douter, elle a très mal dormi la nuit qui a suivi. La police a envoyé une patrouille pour voir si l'homme était toujours dans les parages, mais ils ne l'ont pas retrouvé. Elle ne sait pas ce qui se serait passé si jamais elle avait été au moment des faits dehors, sans son chien. Elle est en fait convaincue que c'est son chien qui a fait que l'homme gardait ses distances avec elle, qui gardait ces fameux 15 mètres de distance. Sur les conseils de son petit ami, Ginny a fait une publication sur Facebook dans un groupe qui rassemble des personnes qui vivent dans la ville où elle vit. Et ce qui a été très surprenant, c'est que à la suite de son témoignage, il y a eu d'autres témoignages de choses qui se sont passées avant et après la fameuse nuit horrible qu'a passé Ginny. Et donc, l'homme qui rôdait dans le coin était un homme entre guillemets connu, personne ne savait qui c'était et personne ne savait ce qu'il voulait, et jusqu'à preuve du contraire, il n'a jamais été arrêté. Depuis ces événements, Ginny fait toujours très attention quand elle sort, elle regarde souvent par-dessus son épaule, et heureusement, elle n'a plus jamais vécu d'expérience de la sorte. Merci à toi Ginny si tu te reconnais pour m'avoir partagé ton témoignage. C'est une histoire assez folle. C'est vrai que je suis curieux de savoir ce que voulait cet homme. Évidemment, on ne peut que présager du pire. Généralement, quand on suit une jeune femme de nuit de manière aussi insistante, c'est pas juste pour lui demander quelle heure il est. En tout cas, j'espère qu'il a été mis hors d'état de nuire et qu'il n'a pas réussi à faire de victime. Dans ce second témoignage, nous allons suivre l'histoire qui m'a été partagée par Alice. Alice se présente comme une jeune fille de 26 ans, en couple avec un jeune garçon, un homme du nom de Archie, âgé de 29 ans, et ils ont ensemble des animaux de compagnie, deux lapins béliers. Au moment des faits, Alice avait 24 ans et son compagnon 27. Ils venaient tous deux de finir leurs études et donc ils étaient tous deux à la recherche de travail. Archie, lui, a reçu une réponse positive pour un stage près de la ville de Rennes qui n'était pas la ville où vivait initialement le couple. Donc il fallait trouver rapidement un logement. Le couple a réussi à en trouver un petit appartement au rez-de-chaussée d'une maison dans le sud de la ville de Rennes, un endroit que Alice nous dit peu recommandable pour une jeune fille seule. Alice nous explique que son appartement avait un gros vis-à-vis. Que ce soit dans le salon ou dans la chambre, les fenêtres donnaient sur la rue, donc il n'était pas inhabituel de voir des gens curieux jeter un petit regard à l'intérieur de l'appartement. Bon, certains étaient aussi très mal éduqués car en été, quand les fenêtres étaient ouvertes, certaines personnes jetaient des choses à l'intérieur de l'appartement. Tout ça pour vous dire que, bien que l'appartement sur le papier était sympa, on n'y était jamais vraiment tranquille. Alice nous dit qu'elle est quelqu'un d'hypersensible, d'anxieuse, donc elle ne s'est jamais vraiment sentie très à l'aise de rester seule là-bas. Elle nous dit que pour justement éviter de rester trop sur place seule, elle a trouvé un travail dans une boutique Harry Potter pour s'occuper de ne pas rester seule la journée, car elle est aussi sujette aux crises d'angoisse. Dernier élément pour contextualiser, Alice explique que quand on rentre dans la maison où il y a ensuite tous les appartements, on arrive dans un couloir. Il y a plusieurs portes qui mènent à différents appartements et il y a un renfoncement sur la gauche et là il y a la porte de l'appartement d'Alice et son petit copain. Et souvent quand on rentre dans ce couloir, il y a une petite odeur, une odeur qu'elle qualifie d'odeur de chou de Bruxelles ou alors d'odeur de canalisation. Un week-end, en journée, alors que le petit copain d'Alice était là, quelqu'un a toqué à la porte d'entrée. Pas à la porte de la maison où ensuite il y avait le couloir, mais directement à la porte d'entrée de l'appartement. C'est le petit ami qui ouvre à la personne qui a toqué, et la surprise, c'était la police. Le policier demande l'identité du petit ami, donc le petit ami dit qui il est, son prénom et son nom de famille, et le policier dit en rigolant
Ah bah vous inquiétez pas, on ne vient pas pour vous. Bonne journée. Et le policier s'en va sans donner plus d'explications. Évidemment c'est le genre de rencontre qui intrigue, donc Alice et son petit ami se regardent, ils se demandent ce qu'il se passe, ils se disent que peut-être un des voisins a fait un meurtre ou quelque chose comme ça. Et après cette visite assez mystérieuse, le temps passe. Là, il y a quelques changements dans la situation du couple. Le petit ami d'Alice a trouvé un nouveau travail qui cette fois-ci est à Paris et il mixe entre travail à distance et travail sur place. Donc quand il est sur place, il loge chez un ami. Et là, au moment de la mise à jour de l'histoire, le petit ami n'est pas là. Donc Alice est seule chez elle, il est aux alentours des 22 h, elle est tranquillement dans son canapé dans le salon en train de travailler sur sa tablette. Et là, elle entend des bruits de pas au niveau de la fenêtre qui donne sur la rue. Elle entend également une voix masculine. Elle n'arrive pas à comprendre ce que l'homme dit, mais elle pense avoir compris certains éléments de phrase. Elle pense avoir entendu « je te vois ». L'homme semble ne pas s'arrêter, donc passer juste devant la fenêtre et continuer son chemin, mais quelques secondes après, elle entend quelqu'un tambouriner à la porte d'entrée. Pas la porte de son appartement, mais la porte de la maison, donc avant le couloir où il y a tous les accès aux appartements. Et cette fois-ci, on entend distinctement ce qu'il dit. Il dit qu'il a vu que Alice était chez elle, qu'il y avait de la lumière et qu'il fallait absolument qu'elle lui ouvre. Il tapait frénétiquement sur la porte, il appuyait également sur les sonnettes. Évidemment, Alice n'était pas du tout préparée à cela, donc elle a le cœur qui bat très rapidement, elle panique, elle commence clairement à faire une crise d'angoisse. Et elle a un réflexe. Ce réflexe, c'est celui d'aller voir dans le couloir si la porte d'entrée du bâtiment tient le coup. Doucement et en tremblant, elle ouvre donc sa porte d'entrée et elle regarde dans le couloir si la porte d'entrée principale tient le coup et elle voit l'ombre d'une main sur le verre de la porte. Immédiatement, Alice retourne chez elle. Elle se demande ce qu'elle doit faire. Elle se dit, s'il rentre, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il va faire à mes lapins? Est-ce que je dois partir, passer par la fenêtre, prendre mes lapins avec moi? Mais il va vite me rattraper si je les prends. Si je les ai en plus et que j'en fais tomber un, il peut s'enfuir et être écrasé. Donc il y a plein de pensées qui lui viennent en tête. Elle ne sait pas quoi faire. Donc ce qu'elle décide de faire, c'est de prendre sa table basse, celle du salon, et de la caler contre la porte pour essayer de se barricader. Ensuite, elle va chercher son téléphone et elle appelle son copain. On peut se dire qu'elle aurait mieux fait d'appeler les secours, mais premier réflexe, on pense à appeler des gens qu'on connaît plutôt que les secours. Personnellement, je comprends totalement cette réaction. Son petit copain lui dit qu'il ne peut rien faire, qu'il est impuissant, ce qui est vrai, et il lui dit appelle plutôt la police, le 17, tu mets des trucs devant la porte, tu te caches dans la salle de bain et si jamais ça dégénère, tu passes par la fenêtre. L'homme continue lui de tambouriner à la porte. Alice, elle fait les 100 pas, elle panique, en fait, elle est tétanisée. On peut d'extérieur se dire appelle la police tout de suite, etc. Mais je pense que dans la situation, on est tellement pas prêt à ce genre de choses qu'on ne sait pas comment réagir. Donc finalement, après avoir un peu cogité, elle a appelé la police. Elle compose le 17. Quelqu'un répond, une dame, et Alice lui explique tout d'une voix tremblante. Elle donne son nom, son prénom, rien qu'avec ces informations, la police sait où elle vit. Et alors qu'elle est en train de parler avec l'opératrice des services de secours, elle entend la porte d'entrée de l'immeuble être ouverte. Tout de suite, les battements de cœur d'Alice s'accélèrent. L'opératrice demande s'il faut envoyer une patrouille de police, et Alice ne sait pas. Elle se dit, mais est-ce qu'il faut vraiment envoyer quelqu'un juste pour moi? L'homme n'est pas vraiment rentré, donc est-ce qu'il y a vraiment un danger? Elle ne sait pas, en fait. Et alors qu'elle parle avec la dame, elle entend des bruits de pas qui passent à côté de sa porte et qui prennent l'escalier. La dame en ligne redemande s'il faut une patrouille et Alice entend des bruits de pas revenir, descendre l'escalier, s'éloigner, puis la porte d'entrée qui se ferme. Donc finalement, pensant que le danger est éloigné, elle dit que ce n'est pas la peine d'envoyer une patrouille, mais la dame qu'elle est en ligne lui dit que si jamais il se reproduit la même chose, il faut rappeler tout de suite. Alice a raccroché, elle est au milieu de son salon, totalement angoissée. Bien que le danger semble être parti, les répercussions, elles, sont toujours là. Le stress est toujours présent. Elle a donc, ne pouvant pas compter sur son petit ami qui n'était pas là, évidemment, alors c'était pas un reproche, un collègue de travail qui, lui, est venu en 15 minutes à peu près pour rassurer Alice. Le collègue a passé la nuit avec Alice, le lendemain c'est la meilleure amie d'Alice qui a pris le relais pour qu'elle retrouve un semblant de sécurité. Le petit ami a essayé de négocier avec son boulot pour pouvoir rester un peu plus à la maison le temps qu'Alice se sente mieux. Ce n'a pas été possible, donc la décision qui a été prise, c'est de déménager. Et la grande question c'est, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Alors, vous allez peut-être être frustré, c'est normal, mais on ne sait pas. Ce ne sont que des spéculations. Alice pense qu'en fait, l'homme qui a tambouriné à la porte, cet homme qui semblait être dangereux, était en fait un drogué en manque, et que probablement le dealer de cet homme se trouvait dans son immeuble. Ce qui expliquerait les fameuses odeurs, et également pourquoi la police était venue sur place à un moment donné. Ça se tient,
Je vois pas forcément d'autres théories possibles. Alice ne semble pas avoir été finalement, quand on prend l'histoire avec le recul, la cible de cet individu, car s'il avait voulu aller chez elle, en soi il aurait pu. Là, quand on a l'histoire, on dirait qu'il savait directement où aller. Donc je trouve que la théorie d'Alice semble plutôt plausible. En tout cas, on ne peut être qu'heureux qu'il ne soit rien arrivé à Alice. Effectivement, déménager était probablement la meilleure des solutions, donc j'espère maintenant, Alice, que si tu regardes cette vidéo et que tu te reconnais, que toi et ton petit ami, vous vivez une vie heureuse et que vous n'avez plus jamais eu de problèmes similaires à ces situations et que vous êtes dans un appartement qui vous convient totalement, sans vis-à-vis, où vous êtes tous les deux en sérénité à l'intérieur. Dans cette troisième histoire, je vais vous partager une histoire assez mystérieuse qui est arrivée à quelqu'un que nous allons appeler Daryl. Daryl nous explique que son histoire s'est passée en 2021, la mi-octobre, dans le sud-ouest de la France. Daryl était quelqu'un qui était passionné de moto et donc il faisait de la motocross avec des amis ou alors parfois seul en balade. Il avait l'habitude de se balader dans les bois autour de chez lui dans un rayon assez court et un jour, il a, comme il avait l'habitude de le faire, décidé de partir en balade. Il est allé un peu plus loin que prévu, chose qu'il n'avait pas prévu initialement, donc il s'est retrouvé en manque d'essence. C'est-à-dire qu'il n'allait pas avoir assez d'essence pour revenir chez lui. Donc il a appelé un de ses amis pour qu'il le dépanne. Il était vers 17 h, l'ami a dit ok, et pour vous expliquer, c'était plus court d'aller chez l'ami que de revenir chez Daryl. Donc il va chez l'ami, il a à peu près 17 h 15, il refait un peu le plein de sa moto. Vu que c'est un très bon ami, ils parlent un peu entre eux. Et au moment de partir de chez cet ami, la nuit est tombée. Donc Daryl a remis son casque, ses lunettes, ses gants, et il décide d'être assez prudent pour rentrer, sachant qu'il faisait nuit. Il avait toujours l'habitude de passer par un chemin précis, chemin qu'il connaissait bien, donc il s'est dit qu'il n'allait pas déroger à cette habitude. Il fait la même chose. Il passe donc par le chemin qu'il connaît, et avec la nuit, et la forêt qui n'est pas éclairée, il ne voit pas grand chose. Donc il décide, pour voir mieux, avoir une meilleure visibilité, à un moment donné de s'arrêter et de retirer ses lunettes. Mais à l'arrêt, il entend un bruit, un cri lointain, qui ressemble au cri que pourrait faire un animal. Donc pour Daryl, rien de grave. Il décide de reprendre sa route pendant à peu près 5 minutes. Sachant qu'il ne voit rien, il ne roule pas à la vitesse à laquelle il roule habituellement, il roule un peu au ralenti. Et il distingue comme une silhouette sombre passer sur sa gauche. Il n'a pas regardé directement, donc il a juste vu une sorte de masse noire qui est allée sur sa gauche et est passée devant lui. Au moment où il arrive là où la silhouette a traversé, naturellement, Daryl regarde sur sa droite et il voit l'entrée d'une grotte. Et à côté de cette grotte, 3 silhouettes qui semblent comme se cacher. Daryl nous explique que lui peut voir correctement ce qu'il y a parce que en plus des phares sur sa moto, il a également une lampe sur son casque qui lui permet d'avoir directement de la lumière sur ce qu'il regarde. Donc bien que les individus semblent essayer de se cacher de lui, Daryl les voyait. Il n'avait aucune expression sur leur visage, ils étaient comme aveuglés par la lumière. Daryl a décidé de ne pas rester plus longtemps sur place, il a repris son chemin. Il est rentré chez lui, en sécurité, et rien ne s'est passé. Nous avançons de 2 semaines dans le temps. Daryl a décidé d'aller revoir l'ami qui l'avait dépanné pour l'essence, donc il est repassé par le chemin qu'il avait pris 2 semaines plus tôt. À l'aller, aucun signe étrange, il avait oublié en soi ce qui s'était passé, la rencontre assez particulière qu'il avait fait pendant la nuit, mais c'est en rentrant, après avoir vu son ami vers 17 h 30, donc plus tôt en soi qu'il y a 2 semaines, il ne voulait pas rentrer aussi tard et être autant pressé par la nuit, il voulait pouvoir profiter un peu du paysage. Au retour, il reprend donc le fameux chemin, et là il a un mauvais pressentiment. Il s'arrête et il voit comme un arbre qui lui coupe la route, comme si un arbre avait été coupé et qui était tombé sur la route, devant lui pour l'empêcher de passer. Daryl décide donc de passer par un autre chemin, un chemin qu'il avait moins l'habitude de prendre, donc il n'est pas très rassuré. Il décide d'aller un peu plus vite que d'habitude, et à un moment donné, sur sa route, alors qu'il prend le chemin, il constate qu'il y a un petit tas de branches. Alors je ne m'y connais pas du tout en moto, mais il explique qu'il lève un peu sa roue, sauf que sa roue se coince un peu dans le tas de branches, ce qui catapulte Daryl. Il pense avoir calé, il retourne donc là où sa moto est tombée, et en fait il se rend compte que dans le tas de branches, il y avait une sorte de grillage qui s'était enroulé autour de sa roue. Clairement, il y avait quelqu'un qui avait laissé ça ici pour piéger un vélo ou une moto. Daryl était assez énervé, il a poussé un petit cri d'insulte, et alors qu'il est en train d'enlever le truc qui s'est enroulé autour de sa roue, il entend des bruits autour de lui. Daryl commence à paniquer, il décide de pousser sa moto et de l'éloigner un petit peu de là où il a eu son accident pour retirer le fameux grillage qui s'était enroulé autour de sa roue.
Il allume sa lampe pour voir ce qu'il y a, et qui dit allumer une lampe, celle qu'il avait sur son casque, dit aussi être visible. Il regarde en direction des bruits qu'il avait entendus, et il remarque un groupe d'à peu près 10 personnes qui ont des trucs dans les mains. Il ne sait pas dire quoi encore, lui son objectif c'est de dégager sa roue pour partir le plus vite possible. Il y arrive, il remonte sur sa moto, et au moment où il allait démarrer, il se rend compte que son pneu arrière avait crevé. Et alors qu'il fait toutes ces constatations, il sent quelque chose l'agripper derrière. Il se trouve qu'il avait été rattrapé par les individus qui souhaitaient le rejoindre, et c'est là qu'il a pu voir ce que ces hommes avaient dans les mains. Des bâtons, des torches, et l'un d'entre eux avait une machette. Pour Daryl, c'en est trop, il décide de partir sur le champ même s'il a un pneu arrière qui est crevé. Il démarre sa moto et il part. Alors il faut savoir que il y a un des hommes qui est accroché, donc Daryl a du mal à prendre vraiment la pleine vitesse. Il explique que la personne le tient par son gilet de moto et que ce sont des équipements qui sont assez solides. Ils ne sont pas faits pour être déchirés à la moindre chute. Donc plutôt que de s'arracher, comme si par exemple il portait juste un t-shirt, son gilet lui serre le cou. Il a affreusement mal, ça l'étrangle, mais finalement avec la vitesse, il y a un morceau du gilet qui est déchiré. Daryl arrive à rentrer chez lui. En panique, il a roulé aussi vite qu'il le pouvait malgré sa roue qui avait crevé. Chez lui, il est directement allé au lit, totalement traumatisé de ce qu'il avait vécu. Il n'est pas allé manger, il n'en a parlé à personne. Il n'a pas appelé la police ou quoi que ce soit, il a juste voulu passer à autre chose rapidement. Pourquoi il n'a jamais appelé la police? Parce qu'il se trouve que là où il faisait de la moto, c'était un endroit qui était une propriété privée. Je ne sais pas trop comment ça se passe, mais personne ne vivait là, mais c'était pas un endroit tout public. Donc pour éviter d'avoir le moindre problème, Daryl n'a jamais contacté la police parce qu'il se dit qu'il aurait forcément été en tort vis-à-vis de tout ça. Est-ce que la propriété appartenait au groupe d'hommes? C'est possible, j'en sais rien. On viendra sur une théorie après. Il se trouve que un mois plus tard, Daryl est revenu sur place. Il a retrouvé le fameux morceau de gilet qui lui avait été arraché. Morceau de gilet qu'il a retrouvé à moitié brûlé devant la grotte où il avait aperçu initialement les 3 individus qui essaient de se cacher. Depuis ces événements, Daryl fait extrêmement attention quand il fait de la moto dans ce genre de lieu et il a toujours avec lui un sac dans lequel il a un couteau si jamais sa vie est menacée. Merci à toi Daryl pour le témoignage de ton histoire, j'espère que je l'ai bien raconté. Alors, c'est vrai qu'on peut se demander ce que faisaient ces hommes ici. Alors, il y a une théorie où je me dis que peut-être, sachant que tu dis que cet endroit où tu fais de la moto est une propriété privée, peut-être que cet endroit leur appartient. Et qu'ils t'ont vu passer, ils ont voulu te faire partir parce qu'ils considéraient qu'ils n'avaient rien à faire ici. Et peut-être qu'ils ont voulu te faire peur, peut-être qu'ils ont voulu te faire pire. Certaines personnes peuvent avoir l'esprit assez radical quand quelqu'un s'introduit chez eux. Ou alors peut-être que c'était simplement des squatteurs qui savaient que l'endroit était inhabité et inoccupé, donc ils se sont dit on va vivre ici, etc. C'est vrai que c'est une situation assez curieuse. Je me demande ce que ces personnes pouvaient faire là. En tout cas, je suis très heureux que toi tu aies réussi à t'enfuir. Et effectivement, c'est compliqué de prévenir les secours dans ce genre de circonstances, sachant que sur le papier, tu n'avais pas le droit d'être là. Donc, est-ce que si tu les avais prévenus, ils auraient dit mais pourquoi toi de base tu étais là-bas sachant que tu n'as pas le droit d'y aller? Et en fait, ça n'aurait pas fait avancer le problème, donc c'est compliqué. Personnellement, ce que j'aurais préconisé, c'est de ne pas retourner sur place, ne pas chercher justement le pire. Après, de ce que tu as l'air de me dire, tu n'as plus revu ces individus, donc est-ce qu'ils n'étaient que de passage? C'est assez complexe. Je ne sais pas trop quoi penser de ces individus, honnêtement. Nous allons maintenant voir l'histoire que m'a partagé quelqu'un que nous allons appeler Elena. Elena nous dit qu'aujourd'hui elle a 15 ans, qu'elle vit à Montréal au Québec et que son histoire s'est passée quand elle en avait 14. Nous étions en été et de ce dont se souvient Elena, on était vers la fin du mois de juillet. Sa mère, son beau-père, sa petite sœur et elle ont décidé d'aller à la campagne, chez des amis du beau-père, pour se dépayser un petit peu. La maison se trouvait au bord d'un grand lac, sur un énorme terrain. De loin, de ce que nous dit Elena, une maison très luxueuse, peut-être la plus luxueuse qu'elle avait jamais vue, ou en tout cas dans laquelle elle avait dormi. Une maison grande, très belle, avec beaucoup de chambres, mais qui était surtout très isolée. Et détail, dans cette histoire, la mère d'Elena, sa sœur et son beau-père dormaient dans une cabane en bois qui se trouvait sur le terrain. Il n'y avait qu'Elena elle-même qui dormait directement dans la maison. Elle avait une chambre qui se trouvait au rez-de-chaussée. Les premiers jours, tout s'est bien passé. Ils ont fait beaucoup d'activités, du kayak, du tir à l'arc, cueillette de champignons, donc vraiment un séjour qui se passait au mieux jusqu'au dernier jour. Et effectivement, à la fin du séjour, c'était le père biologique d'Elena qui
venait la récupérer avec sa sœur pendant que sa mère et son beau-père, eux, comptaient rester sur place. Donc, pour le dernier soir, la petite famille décide de se regarder un film d'horreur. Film à l'histoire assez particulière, car concrètement, dans le film, ce qu'il se passe, c'est qu'il y a un fantôme qui hante la maison de parents adoptifs de deux jeunes filles. Bon, le film n'a pas forcément tapé dans l'œil d'Elena, elle n'a pas forcément beaucoup apprécié l'histoire, non pas que ça lui faisait très peur, mais elle trouve que le film était pas fou. C'est vers 23 h que tout le monde va se coucher, donc Elena va dans sa chambre dans la maison, et le reste de la famille va dans la cabane en bois. Bon, Elena nous dit que elle n'a certes pas aimé le film, mais se retrouver dans une grande maison après avoir vu un film d'horreur, bien que le film ne l'a pas forcément si impacté que ça, eh bien, ça lui met quelques petites idées en tête pas très rassurantes. On va dire qu'elle n'est pas très à l'aise, donc elle décide, pour se rassurer un peu, se mettre dans un meilleur mood, de regarder une série plutôt humoristique avant de s'endormir. Le temps passe un peu, il fait extrêmement nuit dehors, elle est bien seule dans la maison, et alors qu'elle est en train de regarder sa série, elle est presque aveuglée par une lumière qui vient de l'extérieur. Pour Elena, ce sont en fait les phares d'une voiture. Elle pense à quelque chose de très rationnel, sachant que la maison est isolée et au bout d'une forêt, c'est que quelqu'un en fait s'est trompé de route et vient juste faire demi-tour pour repartir. Les événements qui suivent vont en ce sens car les lumières disparaissent assez rapidement. Mais quelques minutes plus tard, les fameuses lumières qui l'ont aveuglée reviennent. Sauf que, à l'inverse de la première fois où elle a vu ces lumières, elle voit pas que les lumières disparaissent progressivement comme si quelqu'un tournait, mais elle voit qu'elles disparaissent vraiment d'un coup. Pas comme si quelqu'un partait, mais plutôt comme si quelqu'un s'était garé là et avait coupé le moteur. Là, Elena commence à stresser un petit peu. Mais après avoir assisté à cet événement étrange, elle entend un bruit. Le bruit d'une clé dans la serrure de la porte. Le son est très net. Donc là, Elena met sa série en pause pour être plus attentive aux événements qu'il y a à l'extérieur. Elle patiente, elle sait que ce n'est pas les propriétaires de la maison parce que eux sont pas du tout là, c'est acté, c'est un fait. Donc elle se dit peut-être que c'est sa mère, sa sœur ou son beau-père qui ont oublié quelque chose. Elena entend la porte s'ouvrir et elle voit une femme âgée de 50-60 ans qu'elle n'a jamais vue. Une femme qui rentre dans la maison comme si c'était chez elle, elle traverse le couloir et elle va aux toilettes. Elle n'a pas vu Elena, alors que pourtant il y avait la lumière de la télé qui était allumée. Et donc ne sachant pas quoi faire, Elena décide d'éteindre la télé et d'aller se planquer dans sa chambre. Parce que quand elle a regardé sa série, je sais plus si je vous l'ai dit, mais en fait elle est retournée dans le salon où il y avait la télé. Elle n'était pas directement dans sa chambre. Plusieurs minutes se passent, des minutes qui semblent durer des heures. Elena ne sait pas qui est cette femme et elle entend finalement cette femme sortir des toilettes. Et après, elle a commencé à se promener dans la maison comme si elle connaissait l'endroit. Elle allumait des lumières, elle les éteignait sans raison. C'est pas comme si elle allumait la cuisine pour se faire à manger, elle repartait. Non, c'est elle passait dans un endroit, elle allumait la lumière, elle repartait, elle allumait la lumière ailleurs, elle l'éteignait, elle descendait. Il n'y avait aucun sens à ce qu'elle faisait. Elle a allumé en fait toutes les lumières, elle est partie, mais ensuite elle est revenue pour tout éteindre. Elena, elle, est planquée et une idée lui vient en tête. Elle se dit mais attends, elle est venue en voiture donc elle est forcément passée devant la cabane où il y a ma mère, mon beau-père et ma sœur. Donc peut-être que il y a eu interaction, que c'est ma mère qui a donné les clés pour que cette dame aille aux toilettes. Peut-être. C'est peu probable, mais Elena, étant vraiment en stress à ce moment-là, essaie de trouver toutes les solutions qui pourraient la rassurer. C'est donc quand la femme est partie une deuxième fois et qu'elle a entendu la voiture partir, que là, Elena a pris son téléphone et a envoyé des messages à sa mère. Elle lui a demandé qui c'est la femme qui est rentrée dans la maison. Après avoir envoyé un message un peu détendu, Elena retourne voir la télévision et elle reçoit une réponse de sa mère. Une réponse qui est très concise. Elle reçoit plein de points d'interrogation. Là, Elena a la flemme de tout expliquer. Pour elle, c'est juste une histoire pas folle. Donc, elle se dit, on en parle demain. Bonne nuit, bisous. Et là, sa mère l'appelle. Évidemment, elle veut savoir de quoi sa fille parle. Donc, très calmement, Elena raconte absolument tout. Sa mère ne la croit pas d'abord. Et elle entend son beau-père derrière qui était américain, qui dit, en gros, si elle plaisante, dis-lui que c'est pas drôle, quoi. Donc, Elena dit bien que c'est vrai, qu'il y a vraiment une dame qui est venue dans la maison. Et donc, sa mère lui dit, écoute, si c'est vrai, on va devoir appeler la police. Ton beau-père, il arrive. Le beau-père arrive, il fait le tour de la maison en hurlant s'il y a quelqu'un. Après, il rentre et il demande à Elena de lui décrire la femme qui est rentrée. Et il se trouve que cette femme, eh bien, elle est un peu connue. Ce serait en fait la voisine qui aurait les clés de la maison. Et que, eh bien, sans que les propriétaires en aient conscience, eh bien, parfois, sachant peut-être que la maison est plus belle que la sienne, vient faire sa vie, comme ça de temps en temps, et elle n'était pas du tout au courant qu'il devait y avoir de la vie dans la cabane ou dans la maison au moment où elle est venue. Donc, la famille a appelé le propriétaire pour poser des questions, demander si c'était normal, et le propriétaire a dit que non, la voisine avait des clés, vraiment au cas où, c'est quelque chose qui peut se faire, mais qu'elle n'avait rien à faire du tout, précisément,
cette nuit-là. Elle n'avait aucune raison de venir là, surtout sans prévenir les propriétaires. Finalement, la police n'a pas été appelée, hein. La famille d'Elena a plutôt décidé de laisser le propriétaire gérer le truc avec la voisine. Finalement, la mère d'Elena lui a dit: est-ce que tu veux dormir avec nous, ou alors est-ce que tu penses que tu peux dormir seule, ça ira. Elena voulait être courageuse et dire ça ira. Finalement, elle a passé la pire nuit de sa vie. Et c'est là que son histoire se termine. C'était une histoire assez particulière, parce qu'on n'a pas l'impression que la voisine, du coup, quand on a la révélation, veuille faire du mal à Elena. Et honnêtement, je ne pense pas qu'elle avait l'intention de faire du mal à quelqu'un, mais je trouve ça très malaisant, et c'est pour ça que cette histoire aussi m'a assez interloqué, de se dire que ta voisine, en fait, quand t'es pas là, squatte chez toi. Je pense que beaucoup d'entre nous ont pour habitude d'avoir de laisser des clés à des voisins au cas où, que ce soit pour nourrir un animal, que ce soit pour juste surveiller la maison si jamais il y a un problème, ce genre de choses. Je sais que moi, par exemple, dans une ancienne maison, mes parents avaient laissé une clé aux voisins. Après, on s'entendait extrêmement bien avec eux, donc je sais qu'il n'y a eu aucun souci. Mais dans certains cas, si les voisins, on les connaît pas trop, se dire qu'ils peuvent squatter chez toi littéralement, et tu ne le sais jamais, tu l'apprends que par une situation comme celle qu'a vécue Elena, c'est assez fou. Imaginez une seule seconde que vous, quand vous rentrez chez vous de vos vacances et tout, vous êtes content de retrouver votre lit, mais pendant la période de vos vacances, eh bien vos voisins, si c'est un couple par exemple, s'amusaient à faire des petites galipettes dans votre lit, qui n'ont pas changé les draps. Ouais, c'est assez dégueulasse. Donc là, je pense que dans la situation d'Elena, il y a eu plus de peur que de mal, mais ça révèle quand même une certaine malsénité de la voisine. Je sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais je trouve. Nous allons maintenant conclure avec l'histoire mystérieuse qui est arrivée à Léa. Léa nous dit que son histoire s'est passée fin 2018, début 2019, et qu'à ce moment-là, elle avait un ami qu'elle voyait très souvent. Et un soir, cet ami était venu la chercher chez elle pour aller se faire un petit billard. Les deux amis ont donc roulé jusqu'au bowling où il y avait aussi les tables de billard. Ils ont rigolé toute la soirée, ils ont beaucoup joué, etc. Et après en avoir un peu marre de jouer, les deux amis ont décidé de reprendre la route. Et Léa nous explique que, avec son ami, elle avait pour habitude de rouler un peu sans but, d'aller sur des routes inconnues, etc. juste pour parler ensemble, que c'était quelque chose d'assez apaisant. Il était à peu près minuit, voire 1h du matin. Et ce soir-là, il pleuvait énormément. Donc, les deux amis ont roulé, ils parlaient comme ils avaient en soi l'habitude de le faire, et ils se sont retrouvés sur une route qu'ils ne connaissaient pas. Et à un moment donné, sur cette fameuse route, les deux amis sont tombés sur une pierre qui ressemblait à une pierre tombale. Il semblait y avoir quelque chose d'inscrit sur la pierre, donc assez curieux, ils se sont mis devant la pierre pour qu'elle soit éclairée avec les phares, et il n'y avait rien de particulier décrit. La route était plutôt isolée, il n'y avait pas de maison à moins de 5 ou 10 km, et les seules choses qui entouraient en soi la route, c'était des champs qui s'étendaient à perte de vue. Alors, sur la pierre, il avait bien marqué quelque chose, mais rien de très intriguant. Léa dit qu'elle ne sait pas aujourd'hui ce qu'il y avait marqué précisément. Peut-être que c'était une pierre tombale, ou une pierre qui avait été laissée là parce qu'il y avait eu un accident à un moment donné, ou quelque chose comme ça. Après avoir lu ce qu'il y avait sur la pierre, Léa et son ami ont décidé de reprendre la route. Et à un moment donné, alors que la voiture roulait, une vieille dame a surgi de nulle part au milieu de la route, et d'ailleurs, l'ami de Léa qui conduisait a dû mettre un petit coup de volant pour éviter de l'écraser. Il y a eu un moment de frayeur, forcément ça surprend, la vieille dame n'a pas été écrasée évidemment, et l'ami a demandé à Léa mais qu'est-ce que cette dame pouvait faire là. Évidemment Léa n'avait pas la réponse à cette question, et finalement ils ont un peu tourné la situation à la rigolade pour essayer un petit peu de diminuer cette peur qu'ils avaient eue. Finalement, les deux amis ont décidé de faire demi-tour pour voir si cette vieille dame allait bien. C'est vrai, une vieille dame au milieu de la route, sous la pluie, peut-être qu'il y a des raisons de s'inquiéter. Donc ils font demi-tour. Très rapidement après avoir croisé la vieille dame, seulement 5 minutes à peine se sont écoulées, sauf que, en revenant sur place, plus rien. La dame n'était plus là. Et il était impossible qu'elle soit partie aussi vite, sachant qu'il n'y avait absolument rien autour de là où elle a été vue. Il n'y avait pas d'autres voitures, personne derrière, personne devant, et Léa et son ami n'étaient pas assez loin pour ne pas voir s'il y a un véhicule ou pas. Donc, surpris, ensemble, ils ont fait plusieurs allers-retours dans la zone pour voir si cette dame n'était pas quelque part, qu'ils ne l'avaient juste pas vue en revenant sur place une première fois. Mais non, rien du tout. Mais à un moment donné, alors qu'il y avait ce jeu des demi-tours, l'ami de Léa lui a dit « Attends, je vais me mettre sur le bas-côté parce qu'il y a une voiture qui veut passer derrière. » Léa l'a bien vu dans le rétroviseur. Ensuite, les deux amis ont patienté un petit peu en parlant, sauf que aucune voiture n'est passée. Les deux amis ont patienté, mais c'est censé passer rapidement. Et aucune voiture n'est passée. Aucune voiture n'a fait demi-tour, donc là, Léa et son ami ont commencé à avoir peur. Pour eux, il était temps de mettre fin à cette soirée. Léa a demandé à son ami de la ramener chez elle, et pendant tout le trajet retour, ils n'ont pas dit un mot. Elle ne sait pas ce qu'il s'est passé
pourquoi il y a eu tous ces événements étranges et qu'est-ce qui pourrait expliquer ces événements étranges s'il y a explication. Mais elle nous dit qu'elle y repense encore aujourd'hui très fréquemment. C'est là que son témoignage s'arrête, témoignage très mystérieux où on ne peut pas dire grand chose. Est-ce que tout cela a un lien avec la pierre tombale? Est-ce qu'il y aurait peut-être une petite zone hantée sur cette fameuse route? Ça pourrait être intéressant de connaître peut-être l'histoire de la route. Ça se trouve, une vieille dame a perdu la vie ici et on a posé cette pierre tombale pour lui rendre hommage et elle entrait la zone. Évidemment, si on croit au paranormal, peut-être que Léa et son ami ont assisté à une variante de la Dame Blanche. Je sais pas, c'est assez mystérieux. Encore une fois, il faut croire au paranormal pour vraiment être touché par ce genre d'histoire. Après, peut-être qu'il y a des explications tout à fait rationnelles, mais il nous manque des détails pour pouvoir justement construire cette explication de bout en bout. Et voilà les amis, on en a fini pour ces histoires, j'espère qu'elles vous ont plu. Il va y avoir prochainement une deuxième vidéo à la suite de celle-là, je pense, où je vais raconter 5 autres histoires d'abonnés parce que j'en ai reçu énormément, donc comme ça je fais un gros jet. J'espère que ces histoires-là vous ont plu. Je compte sur vous pour être les plus respectueux vis-à-vis des histoires que je vous ai partagées. Pas de jugement, je vous demande juste d'apporter votre soutien aux personnes qui ont vécu des événements qui les ont marqués. Par exemple, ne dénigrez pas des histoires paranormales si vous ne croyez pas au paranormal de base. Après, je sais que ma communauté est bienveillante, donc je me fais pas de soucis là-dessus. Merci à tous ceux qui m'ont partagé leurs histoires que j'ai partagées ou pas d'ailleurs. Pour ceux qui me demandent souvent, est-ce que tu peux raconter mon histoire, etc., vous inquiétez pas, ça va venir avec le temps. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse mon Instagram IconTV juste ici si vous souhaitez me rejoindre là-bas. Merci du fond du cœur d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Iken. Salut!